Bonjour et bonne soirée. Mon nom est Martin Carrette. Je suis conseiller financier avec la CCIP et bienvenue à notre troisième session de finances personnelles. Donc aujourd'hui, ou ce soir, devrais-je dire, nous allons parler d'épargne, comment sauver notre argent, comment faire grandir notre argent. Donc, j'espère que ça va être une bonne session pour tout le monde. Donc, on va parler, comme je disais, comment faire des épargnes, comment faire travailler notre argent pour nous. On va parler de comment atteindre vos plans financiers. Et puis, on va parler de fraude, à ce moment-ci, de comment se protéger au niveau des différentes arnaques qui sont définitivement disponibles, qu'on voit du jour en jour. Donc, encore une fois, comme rappel, des avantages d'une meilleure littératie financière. Donc, ça aide à maîtriser votre avenir financier, vous aide à atteindre vos objectifs, répond à vos besoins, ceux de votre famille, consommer plus intelligemment, réduire le stress financier, aide à dormir mieux et puis gagner confiance en tant que votre capacité à gérer vos finances. Donc, c'est toujours toute la bonne information qui nous aide tout au cours de notre vie. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, on va parler plus au niveau d'épargne et placer notre argent, qui est quand même un monde dans lequel il y a plusieurs gens qui manquent d'informations ou de confiance à ce niveau-là. Donc, le but de la présentation, est de vous donner un petit peu plus d'informations de ce côté. Donc, côté sondage, saviez-vous que dans un récent sondage, environ 45 des répondants ont déclaré avoir souvent recours aux prêts sur salaire sur les dépenses essentielles et inattendues, comme celles couvrant des réparations de voitures. 41 des personnes interrogées utilisent, quant à elles, ces prêts des dépenses essentielles et prévisibles, notamment pour régler leurs factures de services publics. Donc, définitivement, des prêts sur salaire, ce sont des prêts très, très, très dispendieux ou avoir à utiliser du crédit. Donc, c'est là où, que pour avoir des épargnes, pour éviter ces situations, aide les choses beaucoup. Donc, pourquoi épargner pour l'avenir? À ce moment-ci, pour avoir un meilleur sentiment de sécurité. Donc, quand on a des épargnes, de l'argent en place en cas d'urgence, ça aide à éliminer certains stress. Ça nous prépare à faire face aux urgences et aux imprévus. Ça réduit le stress et les conflits. Donc, souvent, des problèmes monétaires peuvent causer des conflits au niveau des relations aussi. Donc, c'est important. Ça nous donne l'opportunité de dépenser en se sentant moins coupable. Donc, si on regarde des plus gros achats, peut-être euh, des appareils ménagers, achats de voitures, quand les fonds sont en épargne, on les a disponibles pour faire ce genre d'achat-là. C'est beaucoup moins stressant et ça rajoute moins de stress au niveau du budget aussi. Ça nous permet de faire des achats importants, rembourser les dettes, éviter des dettes supplémentaires jusqu'au point de sa retraite pour se mettre dans une situation confortable. Donc, quand on parle côté épargne, il y a quand même plusieurs bons bénéfices qui peuvent nous aider de différentes manières. Donc, ça, c'est seulement quelques exemples de ce côté-là. Donc, raison de ne pas épargner, ce sont des excuses souvent qu'on va entendre de différents gens de plusieurs catégories. Donc, je ne gagne pas assez d'argent pour épargner. Donc, il n'y en a pas assez de disponible. OK. Encore là, dépendant, si on regarde à notre niveau, à notre budget, à nos dépenses, y a-t-il des options pour faire des changements pour se créer des épargnes? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi sera l'avenir, alors je profite de la vie maintenant. Encore là, qui n'est pas une mauvaise chose de profiter de la vie, mais par contre, il faut quand même penser au futur, même si le futur était certain. Donc, encore là, des fonds d'urgence ou pour se créer des plans de faire des achats dans le futur, c'est quand même important d'y regarder. Je ne saurais pas quoi faire de l'argent mis de côté, c'est trop compliqué. Encore là, c'est pas vraiment compliqué, puis c'est des choses qu'on peut définitivement aider. On dit consacrer une partie de mon argent à l'épargne réduit mes options. Absolument, c'est un choix. Donc, c'est une question de regarder au niveau court et long terme. Donc, selon vos buts, à ce moment-ci, il faut avoir des épargnes. Il faut faire des choix à ce moment-ci, selon avec nos dépenses présentes. J'ai tellement peu d'argent que ça ne changera rien. Encore là, c'est une impression. Par contre, si on a des épargnes, quand il y a des choses qui arrivent, mais là, ça change définitivement les choses. Je ne gagnerai plus dans l'avenir, alors je commencerai à faire des épargnes à ce moment. OK. Tout ce que ça veut dire, c'est que dans l'avenir, quand on gagne plus, ça nous ouvre la porte pour faire plus d'épargne. Mais même quand c'est serré déjà au début, mais à ce moment-ci, même des petites épargnes amènent des bons bénéfices.
Parce que ça, c'est une des perceptions au niveau des gens. Quand on parle d'épargne, on pense souvent que, bon, faut que ce soit des centaines de dollars et des mille de dollars. Mais la réalité, c'est qu'un épargne est un épargne. Donc, même si c'est 20 par mois, c'est 20 par mois. Mais au bout de l'année, c'est 240. Puis dans 200, ben là, c'est 480 plus intérêt. Donc, on est rendu à 500. Puis ça continue comme ça. Donc, il n'y a jamais des petits épargnes est toujours mieux qu'aucune épargne. Je n'ai pas besoin d'épargner car je vais hériter. Encore là, on prend une grosse chance. Il y a des choses qui ne sont jamais garanties dans la vie. Donc, il faut toujours prendre charge des choses nous-mêmes. Et puis finalement, je peux toujours vendre mes biens si j'ai besoin de plus d'argent. Définitivement une option, mais là encore là, on fait des choix ou qu'on va vendre des choses qu'on appartient. Et puis l'autre problème, c'est même si on appartient à toutes sortes de choses qu'on peut vendre, il faut toujours trouver l'acheteur. Donc, des fois, ça peut devenir plus compliqué de ce côté-là aussi. Donc, autant qu'il y a de raisons qu'on peut se dire pour ne pas épargner, il y a autant de raisons pour dire pourquoi on devrait épargner à ce moment-ci. Donc, quand on regarde au niveau étapes, on va regarder à 4 étapes différentes. On va regarder établir des fonds d'urgence. On va parler de commencer par vous payer vous-même. On va parler d'épargne automatique et puis faire fructifier vos épargnes côté investissement. Donc, quand on regarde, on parle d'établir des fonds d'urgence. Souvent, la question, ouais, c'est combien? Combien on devrait avoir en épargne en tant que fonds d'urgence? Donc, le guide général, quand on parle de fonds d'urgence, on parle d'avoir environ en moyenne 3 mois d'épargne selon votre coût de vie. Donc, on revient à ce moment-ci à notre première présentation où on parlait de budget. Donc, si vous avez un budget qui établit votre coût de vie, donc à ce moment-ci, votre fonds d'urgence devrait être 3 mois de votre coût de vie. La raison pour ceci, c'est si jamais il arrive quelque chose, perte d'emploi, maladie, quoi que ce soit, en temps normal, ce 3 mois de coût de vie en épargne vous donne le temps pour faire application pour des assurances, chômage ou quoi que ce soit. Donc, c'est le guide général quand on parle fonds d'urgence, 2 à 3 mois de coût de vie. Donc, quand on parle de faire des épargnes, nature humaine, si à chaque mois, vous devez prendre des fonds dans un de vos comptes de banque, les transférer dans un compte épargne, les chances sont que ça n'arrivera pas. C'est rien de personnel, c'est juste c'est ce qu'on voit plus souvent que d'autres. Avec la technologie de nos jours, il y a définitivement plusieurs opportunités de rendre ce travail beaucoup plus facile. Donc, tout peut être programmé en avance pour que ça arrive tout seul. Donc, ça peut être fait avec votre banque. Vous pouvez le faire en ligne avec la plupart des banques. Ou que vous pouvez préprogrammer qu'à chaque paye, donc disons le jour après la date de paye, un montant est transféré dans un CELI, dans un compte d'épargne, dans un REER ou quoi que ce soit selon votre besoin. C'est toujours la manière la plus sécuritaire à ce moment-ci de préparer nos épargnes, de préparer des transferts automatiques à ce moment-ci. Donc, avec le monde des forces, c'est toujours assez facile. Donc, c'est le 15 et le 30 au niveau des payes. Donc, à ce moment-ci, vous pouvez planifier vos transferts automatiques pour le 16 de tous les mois, puis probablement le 1er de tous les mois. À ce moment-là, l'argent est là disponible et c'est fait. Ou ça peut toujours être fait dépendant de vos investissements. Si vous faites ça au travers de CCIP, ça peut même être pris directement sur votre paye. Ensuite, quand on parle d'épargne, bon, combien on devrait épargner sur notre salaire? Donc, il faut toujours quand même être réaliste. Il y a la théorie, ce que les livres nous disent, et puis ensuite, il y a le pratique, ce que la vie nous dit. Donc, toujours, ça revient à votre budget pour vraiment voir ce qui est disponible côté surplus pour pouvoir planifier à ce moment-ci nos épargnes. Quand on regarde la théorie au niveau des livres financiers, bon, on dit toujours qu'on devrait épargner environ 20 de notre revenu. De nos jours, pas nécessairement réaliste. Comme on a parlé dans une de nos présentations précédentes, la moyenne canadienne présentement des épargnes est d'environ 5 donc, si on vise vers le 10 ça nous met au-dessus de la moyenne canadienne et nous met dans une bonne situation au niveau épargne. Quand on parle épargne, quand on parle argent, souvent aussi, il y a beaucoup d'impacts qui arrivent.
Le niveau psychologique rentre en jeu souvent. Donc, quand on dit, bon, OK, je dois épargner 1200 ou 2400 dans la prochaine année, c'est des gros chiffres pour certains gens, puis on regarde ces numéros-là, puis on trouve ça difficile. Donc, à ce moment-ci, quand on parle d'épargne, souvent, on va prendre ces chiffres-là, puis on va les diminuer. Donc, si on dit à quelqu'un qui va épargner 5 de leur salaire, par exemple, quelqu'un qui gagne 2 000 par mois, donc c'est 100 par mois. Ah, ça, 100 par mois, c'est faisable. Si on le brise en deux pour chaque paye, donc le 15 et le 30, là, c'est 50 par paye. Ah, encore là, ça sonne encore plus facile à ce moment-ci. Mais ça veut tout dire la même chose. Donc, à 10 200 par mois ou 100 par paye nous donne à ce moment-ci un 2400 en épargne. Donc, c'est toujours une question de ramener ça par mois, par paye, par semaine, par 2 semaines. Ça rend les chiffres plus petits, donc souvent moins épeurants pour les gens. Dans une de nos présentations précédentes, on a parlé aussi de l'argent en surplus. Donc, comme des cadeaux, remboursement d'impôts, des choses du genre. Donc, ces fonds ne font pas partie à ce moment-ci de votre budget. Ce sont des fonds considérés additionnels à ce moment-là. Donc, c'est toujours une bonne opportunité à ce moment-ci d'aider nos épargnes, peut-être prendre cet argent-là puis tout simplement le mettre dans une épargne de quelque sorte pour aider à ce moment-ci à grandir sur ces épargnes-là. Ici, juste un exemple entre l'impact de la capitalisation, donc intérêt simple et intérêt composé. Donc, intérêt simple, c'est où que les banques tout simplement donnent l'intérêt sur le montant qui a été mis en dépôt. Donc, c'est toujours calculé sur le montant de base qui a été mis en épargne. Donc, comparativement à ce qu'on appelle l'intérêt composé, donc intérêt composé qui est utilisé pour des choses comme les REER, à ce moment-ci, dans cette situation, on fait de l'intérêt sur l'intérêt. Donc, à tous les mois, quand notre balance grandit due aux intérêts, les nouveaux intérêts sont calculés sur la balance totale. Donc, quand on parle d'intérêt composé, c'est une technique qui aide à faire grandir les épargnes encore plus rapidement, mais par contre, c'est seulement offert sur certains produits. Donc, les comptes d'épargne, les CELI, c'est toujours de l'intérêt simple. Par contre, quand le REER est dépendant d'autres types d'investissements, à ce moment-ci, on peut aller chercher de l'intérêt composé qui est définitivement qui bénéficie beaucoup plus. Donc, à ce moment-ci, on va regarder côté REER. Un REER, à ce moment-ci, c'est un fonds d'épargne qui est prévu pour augmenter notre revenu au point de quand on va quand on va se retirer à ce moment-ci. C'est toujours un type de placement qui est à long terme. Et puis, le plus vite, le plus bonheur qu'on commence, le plus que ça va nous aider. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a Louise et Lucie. Donc, Louise a commencé à faire des épargnes dans un REER à l'âge de 20 ans. Elle met 1 000 à chaque année dans son REER. Elle a fait ça jusqu'à l'âge de 34 ans. Donc, à ce moment-ci, par l'âge de 34 ans, elle avait 15 000 en épargne dans son REER. On regarde à Lucie qu'elle a commencé à 30 ans et a mis elle aussi 1 000 par année, mais elle l'a fait jusqu'à l'âge de 64 ans. Donc, à cet âge-là, elle a mis en épargne, à ce moment-ci, 35 000 Par contre, si on regarde à l'âge de 65 ans, à cause que Louise a commencé 10 ans plus de bonheur, et vu que les REER, c'est toujours de l'intérêt composé, donc par l'âge de 65, on peut voir que Louise aura encore plus d'épargne à ce moment-ci dans son REER, dû au fait qu'elle a commencé 10 ans plus de bonheur. Donc, quand on parle REER, c'est toujours une bonne idée de commencer le plus de bonheur possible pour justement donner le temps à gagner encore plus dans ces investissements. On va parler un petit peu plus des bénéfices comme on continue. Donc, on peut voir ici l'impact de l'intérêt composé qui a définitivement fait une grosse différence au niveau de son REER. Donc, l'idée de commencer le plus rapidement possible est toujours une bonne chose. Je conseille toujours de ne pas trop investir dans un REER. Ce que je veux dire par cela, c'est que quand on investit dans un REER, oui, on peut sortir nos contributions. Par contre, quand on sort nos contributions, ça devient un revenu imposable. Donc, à ce moment-ci, on doit payer des taxes sur ces montants-là. Donc, c'est mieux d'en mettre un petit peu moins dans un REER si on croit qu'on va avoir besoin des fonds. Et
faire des placements dans d'autres types d'investissements. Et puis à ce moment-ci, s'assurer que ce qui est mis dans un REER, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de sortir. Un autre bénéfice côté REER, quand on fait investissement de ce côté-là, pour quelqu'un qui n'a jamais été propriétaire de maison, donc en tant qu'acheteur de maison pour la première fois, vous avez le droit de retirer jusqu'à 15 000 sur vos contributions de REER pour être utilisées envers l'achat d'une maison. Donc, souvent, le dépôt initial pour faire l'achat d'une maison est l'endroit que la plupart des gens ont des difficultés à faire ces épargnes. Donc, on peut regarder le REER comme étant une option qui, nous aide à faire des épargnes pour notre futur, pour notre retraite. En même temps, c'est une méthode d'épargne qui peut nous aider à acheter une maison si on n'a jamais été propriétaire. Et puis, troisièmement, nos contributions qui sont mises dans un REER nous aident à payer moins d'impôts au niveau des taxes de ce côté-là. Donc, il y a définitivement des bons bénéfices de ce côté-là. Donc, quand on regarde au niveau épargne, surtout investissement, on parle toujours de rendement contre risque. Donc, c'est sûr que chaque type d'investissement vient avec différents types de rendements au niveau des intérêts. Et chaque type d'investissement vient avec un certain niveau de risque. Donc, il y a certains investissements qui sont plus risqués, mais ont tendance d'offrir un plus grand rendement possible. Puis, il y a d'autres types d'investissements que le risque est très limité. Par contre, le rendement est souvent beaucoup plus bas, mais plus sécuritaire. Donc, ça dépend vraiment de chaque individu, selon le type d'investisseur que vous êtes, de quel genre de placement qui est bon pour vous. Et puis, on va parler de ça aussi. Donc, les différents régimes d'épargne qui sont disponibles, il y a donc les CELI, comme on vient de parler. Donc, c'est un compte d'épargne libre d'impôt à ce moment-ci. Donc, vous pouvez faire placer de l'argent dans un CELI. À ce moment-ci, si vous gagnez de l'intérêt, vous n'avez pas besoin de payer d'impôt sur les revenus sur ce type de compte-là. Donc, il y a définitivement un avantage de ce côté-là. Le taux d'intérêt qui paye sur un CELI souvent est un petit peu plus haut qu'un compte d'épargne normal. Et puis, il y a aussi des investissements possibles sous un CELI qui peuvent vous gagner quand même plus d'intérêt. Et puis, on a parlé aussi d'un régime enregistré d'épargne retraite, donc le REER, comme on vient de parler, qui est un épargne pour le futur, qui est supposé nous aider à avoir plus de revenus à ce moment-ci à la fin de retraite. Et les deux autres types de régimes d'épargne enregistrés qui sont populaires, donc il y a le régime enregistré d'épargne études. Donc, c'est une opportunité où on met de l'argent de côté pour aider à payer les études postsecondaires pour les enfants. Donc, un des bénéfices de ce programme pour le programme d'épargne études, c'est quand on fait nos taxes en même temps. Donc, si on a un programme épargne d'études enregistré, selon votre revenu pour la maison, le gouvernement rajoute des montants à ce moment-ci au programme. Donc, ça aide à augmenter les épargnes pour aider à payer pour les études postsecondaires. Et le dernier programme enregistré, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, c'est des épargnes à ce moment-ci pour une personne handicapée qui vont aider à ce moment-ci à prendre soin de cette personne-là en général quand les personnes responsables ne sont plus disponibles. Et puis, dans cette situation aussi, donc avec un régime enregistré d'épargne invalidité, à chaque année, quand on fait nos taxes, encore une fois, le gouvernement rajoute à ce moment-ci des utilisations additionnelles et des montants additionnels qui peuvent être utilisés à ce moment-ci par les personnes avec handicap. Donc, le compte d'épargne libre d'impôt, donc le CELI, vous investissez les liquidités, les fonds communs, placement d'actions, CPG, des obligations sont toutes des options au travers du CELI. Vous ne payez pas d'impôt sur le rendement à ce moment-ci, donc il y a un bénéfice de ce côté-là. Vous pouvez verser un maximum de 5 500 par année. Mais par contre, si vous n'avez pas investi dans le passé, les années se rajoutent une à l'autre. Donc, j'en ai pas fait l'année 1, l'année 2, bien là, je serais rendu à 11 000. Et puis, à chaque année, le gouvernement fait des ajustements au montant maximal. Donc, le montant de 5 500, c'était le dernier montant. Ça change un petit peu toutes les années.
Par contre, on doit avoir 18 ans pour pouvoir ouvrir ce type de compte. Donc, c'est seulement disponible pour les gens de 18 ans et plus. Mais définitivement une bonne manière de placer de l'argent de côté, aucun risque, taux d'intérêt un peu mieux, et puis on ne paye pas d'impôts, donc ça nous aide de ce côté-là. Comme je dis, on vient de parler au niveau REER, donc à chaque année quand on fait nos taxes, à ce moment-ci, comme le CELI, le plafond de cotisation est accumulatif. Donc, si dans les dernières années, vous n'avez pas fait de contribution dans vos REER, donc les montants de chaque année s'additionnent. Et puis, à chaque année, selon votre information au niveau impôt, vous dit combien vous pouvez à ce moment-ci faire comme cotisation pour chaque année. Donc, le compte d'épargne, comme je dis, on vient d'en parler à ce moment-ci. Le programme à ce moment-ci varie un petit peu selon les provinces. Par contre, chaque province a des programmes disponibles. Donc, Québec, Saskatchewan, Colombie-Britannique offrent aussi des indicatifs à épargne pour les études. Donc, dépendant dans la province dans laquelle vous êtes résident, à ce moment-ci, il s'agit juste de voir les détails à ce moment-ci de ce sont quoi les règlements dans votre région. Oups. Et c'est la même chose avec le programme d'épargne invalidité. À ce moment-ci, comme on disait, le gouvernement du Canada cotise au régime en fonction des versements. Et puis, ça varie un petit peu avec certaines provinces. Donc, c'est toujours une question de vérifier dans la province dont vous demeurez pour faire sûr de bien comprendre le programme. So, obtenir de l'aide d'un conseiller financier, donc on regarde côté placement, il y a différentes options de ce côté-là. Donc, bon, compte d'épargne CPG, comparer les taux, vous informer au niveau de votre institution financière. Donc, chaque institution financière offre quand même des services de conseiller financier. En général, ces services-là sont gratuits. Puis aussi, à ce moment-ci, des services privés ou qui, à ce moment-ci, peut avoir des frais. Donc, c'est vraiment à ce moment-ci de regarder ce qui est disponible côté assistance pour comprendre un petit peu mieux au niveau là, des différentes options quand on parle d'épargne. Donc, quand on parle de placement complexe ou à long terme, c'est souvent là où on va voir les gens travailler avec un conseiller financier agréé pour nous aider à figurer quel genre d'épargne qu'on veut faire, dans quel genre de compte, et puis les meilleures manières de faire le tout. Donc, quand on va travailler avec un conseiller financier, par contre, il faut quand même se poser quelques questions et il ne faut surtout pas être gêné de poser les questions. Donc, on va regarder des choses, donc des questions qu'on pourrait poser à un conseiller financier. Quels sont vos antécédents professionnels, votre expérience, selon leur portfolio, quels sont leurs résultats typiques. La société est-elle inscrite auprès d'une commission? Et tout simplement demander quels sont les services qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Des questions qui sont importantes aussi sont quels produits offrez-vous? Parce que dépendant de la banque, dépendant du conseiller financier, il y en a qui offrent plus de services que d'autres. Même avec la même banque, selon où vous habitez, ça peut changer. Donc, on pourrait avoir n'importe quelle grosse banque canadienne, mais si vous habitez dans une région rurale, plus petit centre, souvent, ils ont moins de services disponibles côté investissement, tandis que la même banque dans un gros centre à Montréal, Toronto, Ottawa, vont avoir plus d'options à ce moment-ci côté service. Donc ça peut arriver quand même assez souvent. Donc, c'est important de demander justement quels sont les produits qui sont offerts avec le conseiller financier avec qui vous discutez. Une question qui est importante aussi dans le domaine public, c'est comment que leur rémunération fonctionne. Parce que malheureusement, il y a certains gens qui travaillent à commission. Donc, quand ils travaillent à commission, ce n'est pas de leur faute, mais la réalité devient que s'ils vous vendent certains produits, ils font plus d'argent. Donc, nature humaine, on veut tous faire plus d'argent, c'est absolument normal. Mais le problème avec ça, c'est qu'à ce moment-ci, il y a de l'intérêt de leur côté et puis ce n'est pas tout à propos de vous. Puis quand on parle de conseiller financier d'épargne, c'est supposé d'être pour vous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut définitivement faire attention.
Et puis ensuite, se poser des questions, comment ils travaillent avec leurs clients, par téléphone, par Internet, en personne. Et puis, on peut définitivement demander pour des références aussi. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à communiquer quand on travaille avec un conseiller financier, surtout quand on regarde au niveau du domaine public. Donc, 3 choses à connaître quand on parle investissement et placement, c'est à propos de vous. Donc, vous connaître vous-même. Donc, il faut connaître ses objectifs au niveau placement, le temps, donc combien de temps pour obtenir les objectifs, et puis votre tolérance au niveau risque. Puis la tolérance au niveau risque est définitivement très, très, très importante. Donc, un bon planificateur financier devrait, première rencontre, soit vous poser des questions, il y en a plusieurs qui vont avoir un petit quiz qu'ils vont donner aux gens pour remplir, justement pour essayer d'identifier quel genre d'investisseur que vous êtes. Donc, à risque bas, élevé, moyen, parce que ça devient très important à ce moment-ci de savoir votre style. Parce que si on ne connaît pas votre style d'investissement et vous êtes, disons, un investisseur à risque très bas, bien là, à ce moment-ci, si je vous offre le marché de la bourse, ça ne fonctionnera pas. Parce que le marché de bourse, c'est quand même à grand risque. Donc, à ce moment-ci, il faut connaître la personne avec qui on fait affaire pour faire sûr qu'il vous offre les bons produits. Donc, il faut que vous connaissiez votre conseiller et votre conseiller doit vous connaître aussi. Donc, ça devient très important. Sinon, souvent, on se retrouve à faire des investissements qui nous stressent, on n'est pas confortable avec les investissements et c'est vraiment pas le but. À ce moment-ci, le but, c'est que les investissements que vous faites, vous devriez vous sentir confiant avec les investissements à ce moment-ci. Donc, fixer des objectifs financiers. Savez-vous, parmi les travailleurs canadiens, 40 dépensent un montant égal ou supérieur à la totalité de leur chèque de paye lorsqu'ils la reçoivent. Donc, c'est les gens qui vivent de paye en paye et 40 c'est quand même un gros pourcentage. Donc, c'est définitivement où on revient encore à notre première présentation où on parle de budget, de connaître nos dépenses qui, à ce moment-ci, nous permettent de faire des choix personnels pour voir s'il y a moyen d'ajuster le budget pour pouvoir se créer des épargnes, pour pouvoir créer des objectifs à ce moment-ci financiers. Quand on parle objectifs financiers, donc il faut commencer par établir des priorités. Nature humaine, on veut tout, c'est normal. Ça, c'est absolument normal. Par contre, la réalité nous dit qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il faut prendre des choix. Donc, il faut commencer par décider qu'est-ce qui est important pour vous et puis donnez-vous une ou plusieurs objectifs sur lesquels vous pouvez concentrer. Notez tout par écrit. Donc, encore, quand on se crée des objectifs financiers, quand on écrit des choses, ça nous laisse garder l'information auquel on a besoin. Ça nous aide à nous faire suivi. Ça nous aide à savoir si on est en chemin pour réussir notre but. Et puis, à ce moment-ci, ça nous aide aussi à faire suivi sur notre progrès pour faire sûr que tout fonctionne selon nos objectifs. Donc, encore là, il faut toujours faire des questions de choix. Ça peut être court terme, long terme. Vous pouvez établir des priorités. Encore là, comme je dis, on peut établir plusieurs. Il peut y avoir des priorités à court terme. Donc, je veux faire des épargnes dans les prochaines années pour avoir 3 000 $ en épargne en cas d'urgence. Donc, ça, c'est considéré court terme quand on parle environ 12 mois. Médium, peut-être que je veux me planifier une vacance. Donc là, je veux me faire des épargnes parce que dans 2 ans, je voudrais me payer une vacance à quelque part. Bon, OK, à ce moment-ci, on va falloir définir la priorité et le but de l'objectif. Et là, à ce moment-ci, on peut regarder un troisième exemple, on dirait un objectif à long terme. Donc, à ce moment-ci, c'est plus de 3 ans normal. Donc, je dirais dans 5 ans, je veux acheter une maison. OK, bon, mais combien je veux dépenser? Peut-être à peu près 300 000. Donc, on veut 20 comme dépôt. Donc, là, ça nous donne un objectif à ce moment-ci, dans le prochain 5 ans, à combien on devrait épargner. Donc, c'est toujours une question de faire sûr que quand on fait nos objectifs financiers, justement, de pouvoir vraiment définir chaque objectif.
Et puis, quand on crée nos objectifs financiers, on utilise l'acronyme qui s'appelle SMART. Donc, nos objectifs doivent être spécifiques. Donc, il faut vraiment définir quel est l'objectif. C'est que si on regarde, premier objectif, je vais acheter une maison dans 5 ans. OK, c'est que ça, c'est quand même défini. On sait qu'on va acheter une maison. Mais là, il faut quand même aller un petit peu plus précis. OK, je vais acheter une maison, le budget va être de 300 000. À 300 000, je veux mettre 20 de dépôt pour éviter des frais additionnels. Donc, à ce moment-ci, j'ai besoin de 60 000 Donc, là, j'ai 60 000 à découvrir en épargne sur une période de 5 ans. Donc, on divise ça par 60 pour nous donner notre 5 ans. Donc, 1 000 par année. Donc, là, à ce moment-ci, encore là, on peut diviser ça par mois. Donc, je devrais mettre environ 84 par mois en épargne dans 5 ans pour me donner ce que j'aurais besoin. Donc, c'est toujours une question de briser. Mesurable, donc encore là, c'est là où, qu'en ayant des chiffres vraiment précis, ça nous laisse savoir justement si ça fonctionne. Atteignable, bon, ben, à ce moment-ci, on retombe sur notre budget. Si je dois mettre 100 par mois en épargne pour atteindre mon but, par contre, mon budget me dit que j'ai seulement 60 de disponible, à ce moment-ci, je sais déjà que l'objectif que je suis en train de créer n'est pas atteignable parce que mon budget ne le supporte pas. Donc, à ce moment-ci, il faut que je regarde mon objectif, puis que je fasse des modifications à ce moment-ci avec soit la durée ou que je regarde mon budget puis que je réussisse à réduire mes dépenses pour pouvoir à ce moment-ci créer un objectif atteignable. Donc, en même temps qu'il dit réaliste, donc tenir compte des situations actuelles et envisagées. Quand on planifie des épargnes, bon, si notre budget nous dit qu'on a 300 de surplus par mois, et puis avec nos suivis, on confirme qu'on a définitivement 300 en surplus par mois, alors à ce moment-ci, ça ne veut pas dire qu'on peut prendre 300 puis le mettre en épargne à tous les mois. Parce que comme on le sait tous, la vie a tendance à arriver entre le tout. Donc, il faut quand même se laisser du jeu pour les petites choses qui arrivent d'un mois à l'autre. Donc, avec un surplus régulier de 300 par mois, je dirais qu'au maximum, bon, on pourrait probablement mettre 200 par mois en épargne, qui nous laisse encore un 100 de jeu par mois. Je n'irais pas plus que ça, parce qu'à ce moment-ci, on peut se créer des risques ou qu'on a besoin d'aller sortir de l'argent dans nos épargnes, qui est contradictif à ce moment-ci. Et puis, temporel, ils doivent être assortis d'échéance. Comme donc je disais, selon notre but, on doit créer à ce moment-ci une échéance au niveau pour pouvoir calculer à ce moment-ci nos épargnes. Donc, si on a un plan de 5 ans, on sait à chaque mois combien qu'on doit mettre en épargne pour que dans 5 ans, on puisse arriver à notre objectif. Donc, tout revient toujours à notre budget pour commencer. Donc, sans un bon budget, sans cette information-là, créer des objectifs financiers devient très difficile. Et malheureusement, quelque chose qui arrive assez souvent, où on se crée des objectifs financiers. Par contre, en faisant ça sans un bon budget, bien là, on se crée des problèmes financiers dans d'autres départements de notre vie, parce qu'on en met trop en épargne. Donc, c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on en retrouve à en ressortir ou on utilise du crédit. Là, on se sent bien parce qu'on a des épargnes, mais là, par contre, on doit de l'argent sur le crédit. Mais là, ça veut dire que les intérêts qu'on paye, on perd sur le revenu ou qu'on gagne, bien, on en paye plus de l'autre côté. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention de ce côté-là aussi. So, objectifs encore plus. Donc, premier, nos objectifs, on les divise en petites étapes, comme je disais. So, limitez-vous à une pause dîner à l'extérieur chaque semaine, par exemple. Donc, on dirait une économie d'environ 20 par semaine, ça fait 1040 par année. Accordez-vous 2 repas au restaurant chaque mois. On dit en moyenne, c'est une économie d'environ 100 par mois. Donc, on sauvegarde 1200 par année. Donc, ça, c'est vraiment juste des exemples qui peuvent fonctionner, mais c'est vraiment des exemples quand même assez généraux. C'est juste pour démontrer qu'il y a toujours des choix qu'on peut faire selon nos dépenses qui peuvent à ce moment-ci nous amener des épargnes.
Parce que veut pas, il faut toujours faire des choix à ce moment-ci de qu'est-ce qui est votre priorité. Donc, si c'est pouvoir avoir des épargnes pour pouvoir acheter une maison, commencer une famille ou quoi que ce soit, à ce moment-ci, c'est là qu'il faut regarder nos dépenses puis faire des choix selon nos buts pour pouvoir aligner le tout. Donc, comme je dis, ça, c'est juste des exemples. Là. Il y a définitivement toutes sortes d'autres manières que ça peut être fait, mais ça, c'est des exemples rapides qui sont souvent possibles pour plusieurs personnes. Calculatrice d'objectifs financiers, on a parlé de la CFC dans nos autres présentations. Donc, c'est l'organisation fédérale qui gouverne toutes les banques ici au Canada. Donc, leur site web a plein d'informations très, très utiles. Donc, un utilise une calculatrice d'objectifs financiers. Donc, ça peut vous aider à ce moment-ci à créer un plan au niveau de vos objectifs. Donc, c'est un outil qui est gratuit et disponible. Il y a d'autres outils qui sont disponibles en ligne aussi. Et puis, encore une fois, c'est quelque chose que nous, ici, chez CCIP, on peut vous aider avec définitivement. Donc, on a parlé d'investissement, planifier des épargnes, différents types d'investissements. Et puis, c'est toute la bonne information quand on regarde au niveau général, donc au public secteur. Mais vu que vous êtes à ce moment-ci membre des forces, vous avez une option que le reste des Canadiens n'ont pas, donc c'est de pouvoir travailler avec CCIP. Donc, nous, définitivement, notre rôle, c'est de vous servir, c'est d'être là pour les membres des forces. Donc, à ce moment-ci, toutes les petites questions que je vous disais de demander à un investisseur comment ils se font payer, puis tout ça, mais ces réponses-là sont déjà fournies quand vous travaillez avec CCIP. On ne travaille pas en commission, il n'y a pas de produit qui va nous donner plus qu'un autre. Vraiment, notre but, c'est de travailler avec vous pour trouver tout simplement ce qui va fonctionner selon vos buts. Donc, en tant que conseiller financier, de mon côté, moi, mon rôle est de vous aider côté budget. Donc, comment créer un budget, travailler avec un budget, des idées, comment sauvegarder, peut-être sauver un petit peu plus d'argent, comment travailler avec votre crédit, réduire les dettes, les choses. Quand on regarde à nos planificateurs financiers, donc, eux vont regarder quels sont vos buts financiers à ce moment-ci pour voir quel genre d'investissement qui seraient des bons investissements pour vous? Est-ce qu'on parle de REER? On parle d'autres types de plans d'épargne? Est-ce que c'est à court terme, long terme? Même chose du côté assurance. Donc, au niveau assurance, c'est vraiment de faire une analyse de besoins. Le monde de l'assurance, c'est définitivement un monde où il y a des gens qui ont souvent beaucoup plus d'assurance que ce qu'ils ont besoin parce que c'est ce qu'ils se font vendre. Donc, au travers de la CCIP, à ce moment-ci, ils font une analyse pour voir, selon vos besoins, ce qui serait raisonnable pour travailler avec vous, pour vraiment maximiser là, vos besoins. Donc, c'est définitivement un avantage d'avoir notre groupe disponible, même si c'est juste pour des questions, vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit. Définitivement, j'encourage toujours de communiquer avec nous. C'est confidentiel, c'est tout simplement entre nous. Et puis, on est là pour vous servir, tout simplement pour vous aider. Donc, définitivement, quelque chose que j'encourage de ce côté-là. Maintenant, on va parler un petit peu côté fraude pour se protéger. Donc, entre janvier 2014 et décembre 2016, la fraude a coûté aux Canadiens un montant estimé de 405 000 millions de dollars. Donc, on parle quand même de gros montants d'argent dans une période de 2 ans. Côté fraude, c'est quelque chose qu'à chaque année, depuis plusieurs années, augmente à chaque année. Donc, c'est quand même très important de faire attention avec notre information personnelle. Perte totale attribuable à la fraude par carte de crédit au Canada. En 2010, 366 millions. Comparativement en 2016, ça a monté jusqu'à 940 millions. Donc, encore là, on peut voir au rythme de l'augmentation au niveau de la fraude. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'il faut faire très, très, très attention avec notre information de ce côté-là. Exemple de fraude. Donc, à ce moment ici, on en voit toutes sortes de nos jours. Vous avez probablement vu des exemples. La plupart du temps, ça arrive de nos jours par courriel ou des fois, de nos jours, même on reçoit ça par texte à ce moment ici. Ça, c'en est un exemple que j'ai reçu par courriel et par texte.
Donc, un exemple, qu'on reçoit un texte ou un courriel, bon, l'Agence du Revenu Canada vous doit de l'argent et puis, pour une raison ou une autre, ils vont vous mettre ça sur votre carte de crédit. Donc, pour accepter le dépôt, ils vous disent de cliquer. À ce moment-ci, ils vont tout simplement voler votre information. Ou ils vous demandent votre carte de crédit pour vous donner le dépôt, vous donner votre retour. Donc, vous leur donnez votre numéro de carte de crédit et puis là, ben, à ce moment-ci, ils vont faire de la fraude sur votre carte de crédit. Donc, souvent, on sait que ce n'est pas comme ça que le gouvernement fonctionne. Par contre, quand on se fait dire qu'on va se faire donner de l'argent, des fois, la logique disparaît un petit peu. Donc, c'est toujours une question de faire vraiment attention. Ce n'ont pas des pratiques typiques de l'Agence du Revenu du Canada d'envoyer des courriels et des choses du genre, surtout pas des textes. Donc, toujours faire attention. Signe révélateur de fausses offres d'emploi. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de fausses offres d'emploi qui se font publier. Donc, en temps normal, une offre de salaire très intéressante pour très peu de travail. Donc, un emploi de rêve pour plusieurs personnes. Donc, vous allez me payer pour ne pas faire grand-chose. Malheureusement, il y a une raison pourquoi ils font ces promesses-là. On promet de payer les salaires en argent comptant. En général, on ne précise aucune adresse municipale ou une personne directe. Donc, c'est toujours une autre indication. Et finalement, celui qui confirme le tout, c'est qu'on exige d'ouvrir un nouveau compte bancaire ou tout simplement de leur envoyer notre information bancaire pour qu'ils puissent tester un dépôt. Encore là, c'est de l'information qu'on ne devrait jamais donner à ce moment-ci avant qu'on soit engagé pour un emploi, jamais durant le processus d'une application. Si on leur envoie notre information bancaire, ils vont déposer absolument $1 pour faire sûr que l'information est bonne. Et puis ensuite, ils vont essayer de retirer le maximum possible. Souvent, la raison qu'ils disent ouvrir un nouveau compte bancaire, bien là, ça nous fait sentir un petit peu plus sécuritaire parce que je n'ai pas d'argent dans le compte. Par contre, souvent, quand on ouvre un compte, on ne réalise pas que peut-être qu'ils vont nous donner une marge de crédit ou ils vont faire un dépôt, encore là, qui est un dépôt fictif. Puis à ce moment-ci, ils ressortent l'argent aussi rapidement. Là, par le temps que la banque découvre que le dépôt était fictif, l'argent est déjà sorti et puis là, c'est vous qui êtes pris avec une balance négative à ce moment-ci. Donc, faites définitivement attention au niveau des offres d'emploi. Quand ça sonne trop beau, souvent, c'est une raison. Fraude sur les médias sociaux. Encore là, au niveau médias sociaux, il y a beaucoup de fraude. Souvent, ça revient toujours à soit une technique de voler votre information personnelle ou de voler votre information au niveau de carte de crédit. Donc, application, sondage, lien frauduleux, très populaire. C'est pour vous inciter à télécharger un logiciel malveillant ou pour envoyer des messages électroniques non sollicités à vos amis. Donc, je suis sûr que vous avez déjà vu ces choses-là. Souvent, on reçoit un courriel d'un ami, quelqu'un de la famille. Souvent, les messages sont très courts, se disent-ils « Hey, je pensais que tu aimerais ça » ou « Est-ce que c'est une photo de toi? » Puis là, il y a un lien. Si on clique sur le lien, à ce moment-ci, ça installe un logiciel malveillant sur notre ordinateur qui, à ce moment-ci, vole toute notre information. Donc, à toute circonstance, s'il y a du doute sur ce que vous venez de recevoir, allez toujours avec le côté doute. On delete, on débarrasse, on ne répond pas, c'est toujours sécuritaire. Si c'est un courriel qui vient de quelqu'un qu'on connaît, on peut toujours les appeler ou leur envoyer un texte pour leur demander « Hey, est-ce que tu m'as envoyé un courriel? » juste pour confirmer avant d'ouvrir quoi que ce soit. Parce que ça, c'est très, très populaire encore. Message frauduleux et amoncelage. Bon, donc pour vous demander de vous connecter à un faux site dans le but de voler votre identité, on voit ça souvent avec des institutions financières. Donc, on reçoit un courriel ou un texte encore qui nous dit bon, votre information personnelle a été compromise. S'il vous plaît, cliquez le lien ici inclus pour vérifier votre information personnelle. Donc, on clique sur le lien, ça nous amène à une page, ça ressemble à la page de notre banque, on met notre carte débit, notre numéro de passe, on vient de leur donner l'information. Donc, encore là, ce ne sont pas des pratiques qui sont utilisées par les banques. Quand on reçoit des textes ou des courriels avec un lien, jamais cliquer le lien. C'est toujours très dangereux.
Si vous pensez qu'il peut y avoir un problème, pas de problème. Vous allez dans votre compte de banque de la manière que vous le faites normalement, donc soit avec l'application ou en ligne directement, mais jamais sans utiliser des liens qui vous sont tout simplement envoyés. Faux transfert d'argent, fausse demande de financement, encore l'utiliser. Donc, demande pour d'aide d'amis. Je pense que c'est l'année passée, par exemple, mes parents ont reçu un courriel qui était d'un de mes oncles, en théorie, qui était en Floride, puis qui était tombé malade, puis qui avait besoin de l'argent, s'il pouvait en envoyer de l'argent. Donc, c'était quand même assez hors caractère. Justement, donc, ils ont téléphoné pour s'assurer, est-ce que tout est correct? Puis c'est là qu'ils ont découvert que c'était tout simplement faux. C'est quelqu'un qui essayait d'utiliser son information pour, à ce moment-ci, frauduler des fonds. Donc, il faut toujours faire très attention, surtout des situations d'urgence, justement dans une situation où quelqu'un qui sont malades, ils sont en prison ou quoi que ce soit. Bon, oui, il y a un cas d'urgence. Par contre, il faut vraiment s'assurer que c'est vrai avant de faire quoi que ce soit. Ou si l'annonce ou la récompense est trop bonne, il faut se l'admettre des fois que ça a l'air trop bon, ça là. Il faut vraiment faire des vérifications avant quoi que ce soit. Donc, pour se protéger, on parle toujours de ne pas donner nos renseignements personnels. Bon, par contre, on entend ça très souvent, protéger votre information personnelle, ne divulguez pas votre information personnelle, mais c'est rare qu'on vous dise c'est quoi exactement votre information personnelle. Donc, moi, je vais le tourner de bord, puis je vais vous dire ce qui est votre information publique. Donc, tout ce qui est considéré selon la loi comme information publique, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. C'est tout considéré comme de l'information publique qui est disponible à n'importe qui, parce que c'est toute l'information en théorie qu'on peut retrouver dans un livre de téléphone, par exemple, ou sur le 411 ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est de l'information considérée publique. Votre courriel, si vous avez un courriel qui est indiqué sur une carte d'affaires, ça devient à ce moment-ci de l'information publique. Par contre, si c'est un courriel personnel, ce n'est pas indiqué sur aucune carte d'affaires ou entreprise, à ce moment-ci, c'est considéré comme de l'information personnelle. Donc, en dehors de votre nom, adresse, numéro de téléphone et peut-être courriel, tout le reste de votre information est considéré de l'information personnelle. Donc, on doit avoir votre permission pour l'accumuler et on doit faire attention à ce moment-ci à comment on utilise notre information personnelle. Très bon exemple, encore une fois, c'est sur les programmes sociaux. Donc, on regarde les Facebook et ces choses du genre-là. Il y a beaucoup de gens à ce moment-ci, bon, qui ont beaucoup de personnes sur leurs sites sociaux qui ne connaissent pas. Puis là, à ce moment-ci, par contre, là, ils ont votre nom, on peut trouver votre adresse, puis si on met notre date de naissance complète, bien là, c'est le fun parce qu'il y a bien des gens qui nous souhaitent bonne fête. Par contre, là, on leur a donné toute l'information disponible pour faire application pour du crédit. Parce que c'est tout ce que ça prend dans le fond, c'est nom, adresse, date de naissance, et puis on peut faire application pour du crédit. Donc, il faut vraiment faire attention et penser au type d'information qu'on met en ligne, surtout dépendant de ce qu'on fait avec nos programmes en ligne pour se protéger. Donc, toujours faire très, très, très attention de ce côté-là. Surtout, si on regarde dans le monde du Facebook aussi, bon, il y a toujours des annonces avec des offres de produits à prix fantastiques. Malheureusement, la plupart de ces annonces-là sont fausses. Puis, tout simplement, vous allez faire une commande en ligne, vous mettez votre carte de crédit et puis vous n'allez jamais recevoir rien à ce moment-ci. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est toujours là où autant que le monde de l'Internet a ouvert la porte pour plusieurs types de fraudes, ça peut nous aider à nous protéger aussi. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous faites affaire à une compagnie que vous n'avez jamais fait affaire avec en ligne, il s'agit tout simplement de faire des recherches. Bon, on utilise Google, puis on regarde reviews ou informations sur le site pour voir quand est-ce que ça a été créé. Bien là, c'est un site qui est créé ce mois-ci ou 3 mois passés. Bien là, ça n'amène pas beaucoup de confiance. Là, les chances que ce soit
un site à arnaque sont quand même assez grandes de ce côté-là. Donc, toujours important de faire de la recherche, même quand on achète des choses en ligne, quand on a le courriel de la personne, bon, on fait une recherche Google avec leur courriel. Des fois, c'est surprenant ce qu'on peut découvrir côté arnaque, encore là, de ce côté-là, parce qu'il y a d'autres gens qui sont fait attraper dans le passé. Donc, toujours détruire les documents qui contiennent des renseignements personnels juste pour être sécuritaire, garder notre porte-monnaie sécuritaire aussi. Carte d'identité qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir avec nous, comme carte d'assurance sociale. Ce n'est pas un numéro qu'on a besoin très, très souvent dans notre vie. En théorie, on a besoin quand on se fait engager pour un nouvel emploi, donc il faut le donner au niveau taxes. Quand on fait nos taxes personnelles, à ce moment-ci, on a besoin de donner. Puis si on applique pour des programmes du gouvernement, à ce moment-ci, on a besoin de donner notre numéro d'assurance sociale. En dehors de ces circonstances-là, les gens ont le droit de vous demander pour votre numéro d'assurance sociale, mais vous avez aussi le droit de refuser. Donc, les seules 3 circonstances qu'on doit le donner, comme je dis, je viens de le dire, on est engagé pour un emploi, donc pas pour application, mais une fois que vous êtes engagé. Quand on fait nos taxes et pour tout programme gouvernemental. Ce sont les seuls temps où on doit donner notre numéro d'assurance sociale. Tout le reste du temps, vous n'êtes absolument pas obligé de le donner. Verrouiller votre boîte aux lettres, possiblement aussi. Encore une fois, limiter le nombre de cartes de crédit qu'on a. Avoir trop de cartes de crédit n'aide pas votre crédit de toute façon. Donc, c'est toujours bon de limiter. En temps normal, 1 ou 2, pour la plupart des gens, c'est assez. Si on a plus de cartes de crédit, ça vous ouvre tout simplement à plus de risques. Puis ensuite, on parle de vérifier votre dossier de crédit une fois par année. Encore là, dans le passé, les seules manières d'avoir copie de notre dossier de crédit était de faire demande par écrit. De nos jours, avec l'Internet, donc il y a des options où vous pouvez avoir accès à votre dossier crédit quand vous voulez, absolument gratuit. Donc, on parle de creditkarma.ca qui vous donne accès à votre bureau de crédit pour TransUnion. Et puis, il y a borrowwell.com qui vous donne accès à votre dossier de crédit sous Equifax, qui sont les seuls dossiers de crédit au Canada. Donc, c'est gratuit, c'est définitivement 2 bons systèmes. Ça vous donne accès à votre dossier de crédit quand vous voulez. S'il y a de l'activité irrégulière, ça vous envoie des notifications par courriel aussi. À ce moment-ci, ça vous aide à garder un œil sur votre crédit. Donc, ce sont définitivement 2 bons programmes de ce côté-là pour vous aider à garder un œil sur votre crédit en même temps. Et puis finalement, supprimer les courriels quand on vous demande d'informations. On ne répond pas, on fait simplement s'en débarrasser. Toujours faire attention avec vos mots de passe, les changer, rien de trop évident. Quand on vous demande des renseignements personnels, quand on parle des télévendeurs, encore là, définitivement, donnez pas d'informations. On parle de conserver nos documents bancaires sur papier pendant au moins 1 an. De nos jours, la plupart des banques ont 18 à 24 mois disponibles en ligne, donc ça aide à réduire ce besoin. Par contre, ce n'est jamais une bonne idée. Mais quelles que soient les offres, à ce moment-ci, la clé, c'est toujours malheureusement, c'est d'être sceptique. Quand l'offre sonne trop belle, c'est souvent le cas. Donc, il faut toujours prendre un petit peu tout avec un grain de sel et vraiment faire des recherches et se poser des questions. Tout le monde aime recevoir des gros montants d'argent. Par contre, quand ça disparaît, c'est moins drôle. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, à ce moment-ci, si jamais vous croyez que vous êtes victime de fraude, donc toujours communiquer directement avec votre institution financière pour faire changer votre information. Si on parle ou qui ont volé votre identité, définitivement communiquer avec les 2 bureaux de crédit, Equifax et TransUnion. À ce moment-ci, ils peuvent mettre des vérifications supplémentaires sur votre dossier. Comme ça, si quelqu'un essaie d'utiliser votre information, ça va les bloquer. Et puis finalement, on suggère toujours de contacter le Centre antifraude du Canada et la police locale. La raison pour communiquer ces 2 groupes-là, c'est qu'eux, à ce moment-ci, collectent l'information, sont capables de, à ce moment-ci, laisser savoir au public le type de fraude qui se passe
pour continuer à aider à protéger les gens, parce que les personnes qui font toutes ces fraudes-là sont créatifs et puis viennent avec des nouvelles idées à tous les jours. Donc, ça aide à garder un œil sur le type de fraude, le genre de type qui est le plus populaire selon les périodes de temps et aide à protéger à ce moment-ci la population comme telle. Donc, à ce moment-ci, c'est la conclusion de la présentation. Donc, on a parlé à ce moment-ci de différents types d'investissements, des types généraux, les questions à se poser si vous parlez avec des planificateurs financiers extérieurs. Encore une fois, je vous suggère toujours à ce moment-ci d'appeler la CCIP premièrement. On est ici pour vous aider. Moi aussi, je suis conseiller financier pour la région à ce moment-ci virtuelle. Donc, je suis toujours à votre disposition. Mon information est sur l'écran présentement. Donc, courriel, téléphone, quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi. Même si c'est juste pour des questions, ça me fait plaisir de vous aider. Et si je ne suis pas la bonne personne pour répondre à vos questions, je vais absolument vous rediriger, vous mettre en contact avec la bonne personne. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation, peut-être appris quelques petites choses. Définitivement, s'il y a plus de questions, quoi que ce soit, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci de vous avoir joint à nous et bonne soirée. Au revoir.